Mon petit Padawan, aujourd'hui je teste un nouveau format, un podcast en solo. J'ai décidé de faire ça parce qu'il y a des sujets que j'ai envie d'aborder qui sont importants ou enrichissants et c'est des choses où il faut prendre son temps. Donc c'est une vidéo donc ça peut se regarder mais ça peut aussi uniquement s'écouter comme un podcast. Aujourd'hui je vais te parler du coût de la performance et des leçons que j'ai tirées après plus de 30 ans d'entraînement. Je vais commencer par te poser une question. Il y a une étude qui a été faite sur la longévité théorique du corps humain. D'après toi, combien de temps le corps humain peut vivre si tout se passait bien, pas de maladie, pas de pathologie, pas d'accident, tout ça, on va dire dans un monde idéal qui n'existe pas, combien de temps on pourrait vivre? Eh bien, l'étude te montre que le corps est programmé pour vivre 120 à 150 ans. Quand on sait ça et quand on voit ce qui se passe sur le terrain en pratique, c'est-à-dire que moi, je vois régulièrement, que ce soit dans mon cas, mais aussi nombreux coachs, nombreux pratiquants dans les sports de combat, les arts martiaux, mais dans tous les sports aussi, le nombre de personnes qu'on voit qui ont des problèmes de genoux, qui doivent avoir des opérations, donc genoux, épaules, hanches, les chevilles, enfin voilà, toutes les articulations qui sont abîmées, les cervicales, et à un âge parfois assez jeune, c'est-à-dire que moi je vais prendre mon cas, à 25 ans, j'avais une déchirure du labrum, donc c'est ce qui entoure la tête fémorale, donc grosso modo dans ta hanche, il y a une sorte de pneu qui protège un petit peu ton articulation. Moi, ça s'était déchiré et j'avais fait donc de nombreux examens à l'époque et j'avais déjà une arthrose avancée à la hanche gauche et à la hanche droite à 25 ans. Et le nombre de personnes, parfois en dessous de 30 ans, qui ont déjà des hernies discales, qui ont des opérations du genou, tout ça. Donc vraiment, il y a un vrai problème, je pense, de fond parce que si le corps humain est programmé pour résister, vivre 120 à 150 ans et qu'au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans même, on a déjà une usure vraiment importante, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement. Tu connais peut-être déjà cette citation qui dit que tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et là, clairement, il y a aussi un problème de dose, je pense, dans l'entraînement et le type d'entraînement qu'on fait. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de ça, un petit peu te dresser un tableau des problèmes qu'on peut rencontrer, des problèmes que moi je vois et que j'ai rencontrés, et ensuite te parler d'éventuelles solutions. La question que je me pose souvent, c'est qu'on a ce côté en fait, où on se dit tiens, il faut s'endurcir. Mais parfois, la manière dont on s'endurcit, j'ai l'impression qu'en fait, on s'endurcit sur le moment, mais peut-être qu'on s'affaiblit pour plus tard. Je m'explique. Là, tu vois, moi, il y a un moment où donc, je faisais, après mon opération de la hanche, j'ai repris l'entraînement, tout s'est bien passé, j'ai réussi à retrouver un bon niveau de mobilité. Voilà, je n'ai pas senti de vrais problèmes en tout cas. Et puis, depuis 3 ans et demi, là, j'ai une douleur qui est venue progressivement sur tout le côté gauche, donc dans la hanche, mais des douleurs, des sortes de coups de jus dans la jambe et tout ça, qui font que même parfois marcher juste 10 minutes, c'est quand on va dire dans les moments les plus difficiles, c'est compliqué pour moi. Il y a des moments où je suis obligé de refuser à ma petite fille de 4 ans de la prendre sur les épaules, alors que il n'y a pas si longtemps que ça, j'arrivais à soulever 170 kg au soulevé de terre, et là, je ne peux pas prendre ma fille qui fait 15 kg sur les épaules. Donc vraiment, je pense qu'il faut repenser un petit peu la manière dont on s'entraîne, et aussi pourquoi on s'entraîne, et vraiment réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait. C'est-à-dire voir plus loin que juste la performance, le gain de performance sur l'instant, mais réfléchir à ce que derrière, ça va nous amener. Alors on se dit tout le temps qu'on est une exception, que peut-être nous, ça ne va pas nous impacter, mais clairement, il y a quand même énormément de personnes que je vois qui sont impactées par leurs entraînements. Et souvent, le problème, c'est qu'on a envie de copier, de faire une émulation des entraînements de champions, de personnes qu'on admire et tout, mais qui souvent n'ont pas la même vie que nous, qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Et puis, il faut aussi se dire que la performance pour la performance, ça n'a pas toujours en fait une raison d'être. C'est-à-dire que je vois des gens qui s'entraînent et qui s'abîment, alors que derrière, il n'y a pas d'objectif de compétition, de titre, ou alors parfois, c'est des personnes qui sont des compétiteurs, mais qui sont au final des amateurs, qui ne sont pas en professionnel, donc ça ne va pas leur amener une rémunération non plus, ça va peut-être leur amener du plaisir, mais c'est un plaisir malheureusement qui parfois va être de courte durée,
parce que les conséquences, l'addition, on la reçoit bien plus tard. Dans cette quête de s'endurcir, on cherche d'abord souvent aussi à s'endurcir le corps, mais aussi le mental. Sur le plan mental, on va changer notre relation à la douleur et parfois on va même devenir un peu addict à la douleur. Donc dans les sports de combat, cette sensation de recevoir des coups, d'avoir la capacité à les encaisser, de montrer à l'autre qu'il peut nous frapper et que ça ne nous fait rien, ça peut devenir quelque chose un peu d'addictif. Et quelque part, c'est pas si innocent que ça de recevoir des coups. Et du coup aussi, derrière, on change sa relation à la douleur. Et donc, moi, par exemple, je sais qu'à un moment, j'avais été donc m'entraîner chez le professeur de Jean-Claude Van Damme. Je suis la génération Van Damme. Je voulais absolument faire le grand écart. Donc, je suis allé voir directement son professeur à Bruxelles, Claude Goetz. Là où on a fait des... Voilà, là-bas, ils font des choses un peu extrêmes pour essayer d'avoir le grand écart. C'est à cause de ça, clairement, que je me suis abîmé la hanche et que je me suis fait opérer plus tard quand j'avais 25 ans. Mais derrière, ça m'avait aussi complètement, ce que j'ai fait là-bas, repoussé mon seuil de la douleur au niveau notamment donc, des adducteurs et tout, à un point que en fait, j'avais appris en quelque sorte à ne plus écouter mon corps, à ne plus écouter les signaux de la douleur. Et la douleur, quand on reçoit un signal, c'est le corps qui nous avertit. Et si on n'écoute pas ces avertissements, au bout d'un moment, il va y avoir des conséquences. Il y a bien sûr s'écouter, ça, oui, on est d'accord sur le fait qu'il faut se dépasser par moment pour progresser. Mais attention, vraiment, les vrais signaux de douleur, ce n'est pas la même chose que la douleur à l'effort, de fatigue musculaire, de plus en pouvoir et tout ça. Ça, on va dire que ça a sa place. Pas tout le temps non plus, on en parlera, mais ça a sa place. Et moi, ce que je te parle, c'est que par exemple, je me rappelle, je me suis blessé une fois aux adducteurs parce que je revenais des vacances du mois d'août, donc j'avais une interruption d'un mois, je m'étais un peu entraîné et tout, mais beaucoup moins que d'habitude. Reprise en septembre avec les élèves, on faisait un truc où on se mettait en une sorte de tailleur, mais ventre au sol, et puis on mettait les pieds en fait contre le mur, et on venait nous monter sur le bassin, un de chaque côté en fait sur les hanches et un sur le bassin, donc à 3 personnes qui viennent te monter dessus pour ouvrir un max, donc méthode bourrin, les hanches et voilà, faire l'ouverture de hanches et en fait empêcher le muscle de résister, puisque c'était un peu la méthode Claude Goetz, c'était du bourrinage, mais le fait qu'il y ait trop de poids, ton muscle il résiste pas et donc il n'a pas le choix que de se relâcher. Et voilà, et en général, au final, ça passe. Bon, ça passe ou ça casse. Ça passait, on va dire, presque tout le temps, parce que ton corps, il préfère se relâcher que se blesser. Là, c'était relativement progressif, hein. Mais du coup, après un mois d'interruption, c'était trop. Et du coup, moi, j'ai pas... en fait, pour les élèves, souvent, j'y allais plus progressivement, mais moi, je me suis dit, moi, c'est bon, j'ai l'habitude et tout. Et donc, voilà, je me suis blessé bêtement parce que j'ai pas senti, en fait, la douleur. Enfin, je l'ai senti, mais je l'ai pas écouté, quelque part. Et puis, j'ai senti que j'avais mal, mais je me suis dit, c'est bon, on s'en fout, c'est pas grave. On n'écoute pas la douleur. Et puis, en réalité, j'ai eu une bonne blessure à l'adducteur qui m'a duré plusieurs mois, que j'ai réussi à soigner, mais toutes les blessures qu'on a, c'est ça qu'il faut se dire aussi, tout ce qu'on accumule, les petites blessures à droite, à gauche, les plus grosses blessures et tout, on s'en remet, mais derrière, ça laisse des traces. Et comme je te disais, l'addition, souvent, elle arrive plus tard, et les blessures qu'on a eues dans le passé, elles ont tendance à refaire surface, mais surtout, c'est l'accumulation de toutes ces blessures. Il y a un moment où ça finit en réalité par te fragiliser et t'affaiblir. Et il y a un moment où ton corps, en fait, tu excèdes, tu dépasses sa capacité de récupération. Et quand tu arrives à ce stade-là, tous les petits maillons faibles que tu as créés en te blessant, pour moi, c'est comme si tu avais des maillons forts et puis dans ton corps, et tu t'es construit un corps solide, mais les blessures, la plupart du temps, ça va être des maillons plus faibles. Enfin, moi, c'est la vision que j'ai de ça. Et qui résistent, mais à un moment,
c'est les maillons faibles qui vont lâcher, ce n'est pas les maillons forts. Et au final, comme le corps est intelligent, pour éviter que les maillons faibles cassent trop rapidement, va créer des compensations. Et donc les compensations, ça va être, par exemple notamment, moi j'ai une forme de hanche qui fait que j'ai très peu de rotation interne, ça s'appelle l'effet de Cam. Et du coup, comme je n'ai pas une bonne rotation interne et qu'on en a quand même besoin dans les coups de pied et tout, je vais chercher de la rotation dans mes lombaires. Et donc mes lombaires, ils ont encaissé la rotation et cette surcharge de sollicitation pendant des années et des années. Et puis là, j'ai depuis 3 ans mes douleurs, mais ça correspond aussi à un moment où je m'étais mis à faire un programme de musculation beaucoup plus intensif, notamment avec du soulevé de terre, du squat, donc des choses qui sollicitaient quand même pas mal les membres inférieurs et aussi les lombaires. Et il y avait déjà une surcharge par ma pratique, les coups de pied, les rotations qu'on a dans la boxe, les arts martiaux et tout ça. Et là, j'ai été rajouter encore de la contrainte dessus. Et maintenant, je suis complètement spasmé. C'est une zone qui ne veut plus bouger du tout. Tellement elle a compensé, elle a bougé. Maintenant, elle s'est spasmée. Et j'ai été voir un nombre incalculable de spécialistes, que ce soit des kinés, des ostéos, des chiropracteurs, des éthiopathes, tout ce que tu veux. J'en ai vu énormément. On ne peut pas dire on peut jamais dire qu'on a tout fait, mais j'en ai vu énormément. Et à chaque fois, le constat est quasiment tout le temps le même, c'est-à-dire qu'il y a presque plus de mobilité dans cette zone-là. Et quand ils arrivent à redonner un peu de mobilité, ça ne tient pas dans le temps. Je retourne la séance suivante et puis on me dit non, on est reparti à zéro. Et donc à chaque fois, j'ai vraiment donné sa chance à pas mal de thérapeutes, mais c'est eux-mêmes qui finissent par me dire ça n'avance pas, je suis désolé, je n'ai pas de solution, il va falloir essayer de chercher ailleurs. Et donc voilà, je voulais parler aussi un peu de l'état d'esprit, le mindset à avoir. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut jamais se résigner, il ne faut pas abandonner. C'est-à-dire que même si on me dit qu'on ne trouve pas de solution, moi je continue à chercher des solutions et ça je vais t'en parler ensuite, un peu plus tard dans la vidéo, justement du côté des solutions, des choses qu'on peut faire et il y a aussi je pense un état d'esprit à avoir. Là je t'ai parlé donc un peu du côté mental, sur le plan mental, la relation à la douleur qu'on modifie par l'entraînement et qui finit par être plus très saine je trouve, de cette recherche de la douleur, ce besoin d'avoir mal et d'associer douleur avec bonne séance ou progrès. Et sur le plan physique, bien sûr, on a un problème, c'est qu'on va faire énormément de répétitions des mêmes mouvements, des mêmes schémas moteurs. Et forcément, si on s'entraîne intensément et qu'on ne fait pas certaines choses à côté, on va créer une usure prématurée. Moi, je sais que c'est comme ça aussi. Alors, c'est embourrinant sur l'écart, mais tout le monde n'a pas été chez Jean-Claude, le prof de Jean-Claude Van Damme, faire des écarts. Et je vois les gens donc, qui ont, ils doivent se faire opérer de l'épaule, qui doivent se faire opérer du genou, tout ça. Ce n'est pas une question tout le temps d'avoir été bourriné sur un grand écart. C'est une usure due au fait qu'on sursollicite ces articulations. Le corps est prévu pour vivre 120 à 150 ans, pour résister normalement à autant de temps, mais on va dire avec une utilisation normale. Donc il faut savoir que ça a un coût quand on veut faire atteindre un bon niveau dans une discipline. On n'a pas le choix, il faut pratiquer beaucoup. C'est des milliers et des milliers d'heures et surtout quand on aime ça, on ne compte pas ses heures et donc on va faire énormément. Moi, pendant des années, je m'entraînais plus de 20 heures par semaine, parfois jusqu'à 30 heures. C'est pas anodin, ça laisse des traces. Et en plus, dans les sports de combat, on a une certaine spécificité, c'est qu'on reçoit des coups et on reçoit des coups à la tête. Et donc, au départ, il faut quand même se dire une chose, c'est que le corps n'est pas fait pour recevoir des coups à répétition pendant des années, et encore moins à la tête. L'autre fois, là, j'écoutais un podcast de Joe Rogan avec Peter Attia, qui est un expert sur la longévité dont je suis le travail depuis des années. Je pense que
si tu aimes ce format, je referai une autre vidéo sur le nouveau livre là, qui vient de sortir, sur la longévité, l'entraînement pour la longévité versus l'entraînement pour la performance. Je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et donc là, dans le podcast, il discutait. Joe Rogan, il a un passif de pratiquant d'arts martiaux, de sport de combat. Il a fait de la compétition en taekwondo, il a fait de la compétition en kickboxing. Peter Attia aussi, beaucoup de boxe anglaise, de la boxe thaï aussi. Et donc, il racontait, Peter Attia posait la question à Joe Rogan, est-ce que tu sais combien tu as eu de commotions cérébrales? Et donc, Joe Rogan se mettait à rire parce qu'il disait, oh là là, tellement. Alors, il en a eu aussi, il racontait, la dernière qu'il a eue, c'était en faisant du ski, une chute. Mais Peter Attia racontait que lui, pendant qu'il était à l'université, il ne faisait plus de compétition à ce moment-là parce qu'il n'avait plus le temps, il était à l'université, il travaillait énormément, mais il continuait à aller faire des sparring et qu'il s'amusait à faire donc 6 rounds de sparring plein pot, mais chaque round avec un adversaire frais et il faisait en fait il combattait des adversaires de 3 catégories différentes. Donc il commençait du plus léger pour aller au moyen, pour terminer par les lourds. Donc il disait je terminais avec des gens qui étaient en lourd léger au moment où j'étais le plus fatigué. Il dit une fois il y en a un qui frappait vraiment comme une mule. Et derrière il dit j'étais à la poire de vitesse là, donc le speed bag, et juste la résonance du speed bag me donnait mal au crâne, j'arrivais pas à supporter ça. Il dit, je suis rentré chez moi, je me sentais pas bien. Le lendemain, j'avais des pertes d'équilibre et tout, donc je suis allé faire des examens et j'avais une grosse commotion cérébrale. Et vraiment, on voyait qu'il avait on voyait des sortes de bleus quoi, sur le cerveau et il a eu un mal de crâne pendant plusieurs mois. Plusieurs mois à avoir mal à la tête. Et ça, on a des cas hyper connus, bien sûr. Tu parles de trauma, de commotion cérébrale, de Parkinson, tout de suite tu penses à Mohamed Ali. Il y en a plein d'autres qu'on peut retrouver, des boxeurs qui, tu regardes quand ils sont à la retraite, tu fais une interview d'eux, des fois 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, et là, tu vois que leur manière de parler n'est plus la même. Il y en a plein donc, qui ont vraiment... qui vont avoir Parkinson, mais il n'y a pas que Parkinson. Quand on voit notamment aussi avec les joueurs de football américains qui prennent énormément de trauma aussi, que ça peut créer de la dépression, des comportements ultra agressifs. Voilà, donc il n'y a pas que Parkinson. Et tout ça, c'est des choses qui derrière vont te pourrir la vie et t'empêcher de profiter de la vie plus tard. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut être conscient des choix qu'on fait à un moment et des conséquences qu'ils vont avoir plus tard. Et moi, il y a un concept là, donc justement de Peter Attia que je trouve intéressant et auquel on ne pense pas assez, c'est qu'il y a, alors en anglais c'est une distinction plus facile, mais c'est life span et health span. Donc c'est l'espérance de vie versus l'espérance de vie en bonne santé. Et donc Peter Attia travaille beaucoup là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que l'espérance de vie en bonne santé? Eh bien, c'est simplement vivre sans maladie chronique, douleur chronique, se sentir bien, avoir de l'énergie. Et ça, c'est ton espérance de vie. Et en fait, on regarde qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vivre la moitié de leur vie ou un bon tiers de leur vie avec une maladie, devoir prendre des médicaments en permanence, ou voilà, donc, des douleurs chroniques qui leur pourrissent la vie, ou des problèmes au niveau cognitif, que ce soit voilà, on va dire une perte cognitive prématurée, de la dépression, des comportements, comme j'ai dit, qui peuvent être un peu irrationnels, agressifs, et puis bien sûr Parkinson, Alzheimer, voilà, donc tout ça, le fait de prendre des coups dans la tête, ça va fortement y contribuer. L'autre fois, là, je partageais avec un de mes amis qui s'entraîne beaucoup, qui donne des cours maintenant de boxe thaï, une étude qui a été faite
En Angleterre, sur la boxe anglaise amateur, à un moment, ils ont retiré les casques de boxe anglaise en amateur et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait beaucoup plus, alors j'ai plus exactement, mais je pourrais mettre dans le lien, dans la description, un lien vers l'étude, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de commotion cérébrale avec casque que sans casque. Alors, les explications ne sont pas forcément claires, ils ne savent pas exactement pourquoi. Moi, j'ai ma théorie. Alors d'une part, c'est que déjà, il faut se dire que le casque, ça empêche surtout d'avoir des coupures, des bleus, mais ça amortit un peu l'impact et en même temps, ça le diffuse. Et donc, il y en a qui disent que c'est pire en fait d'avoir une onde qui se diffuse sur toute la boîte crânienne qu'à un endroit précis. Que ça vient faire une sorte d'étau, de compression ici dans ta boîte crânienne et que ça peut créer plus de dégâts. Ma théorie aussi, c'est que quand on a un casque, on se sent plus en sécurité et que donc on va prendre plus de risques et on va prendre plus de mauvais coups. Après, à l'entraînement aussi, parfois le partenaire aura moins de retenue. Donc ça, ce n'est pas par rapport à l'étude, mais voilà, mon analyse, c'est que le casque, moi c'est bien, avec Hélène, on se fait des sparring légers. Là, ces derniers temps, on se fait des sparring sans casque, mais on se fait des sparring avec casque. Mais à une époque, je mettais des casques et on y allait fort, que ce soit avec Hélène ou avec d'autres, parce que justement, on avait cette impression qu'on avait un casque et donc c'était bon. Mais moi, je sais que j'ai vu à l'entraînement des presque KO. On a eu un KO, mais sinon, on a eu plusieurs personnes qui avaient un petit peu, qui avait le voile blanc et qui avait besoin d'aller s'asseoir et tout un instant. Donc, ce n'est pas un vrai KO, mais c'est quand même pas loin. Tout ça, ça se paye plus tard. Ce n'est pas anodin. Le cerveau n'est pas fait pour recevoir de coups. Donc, il faut prendre ça en considération. Et on en parlera dans la partie, on va dire, solution. Mais il faut avoir en tout cas l'information que tu vas le payer un moment ou un autre. Surtout si tu fais ça régulièrement. Si ça t'arrive une fois, ça aura peut-être peu ou pas d'impact. Ça peut avoir quand même un impact. Mais si c'est régulier, alors je te parle même pas d'aller jusqu'au KO. Hein. Je te parle simplement le fait de recevoir régulièrement des coups dans la tête. Tout est une question de dose. Hein. C'est la dose qui fait le poison. Donc ça, il faut s'en rappeler. J'ai même entendu un coach qui avait eu une commotion cérébrale en tenant des PAO. Il n'a pas reçu de coup, c'est juste les vibrations de l'impact. Donc c'était un poids lourd en face. Et le simple fait de tenir les PAO et on reçoit, et moi je le vois quand je tiens aussi, on utilisait pas mal un bouclier et tout, quand tu as les gens qui tapent très fort, tu as toute l'impact, l'onde qui circule dans ton corps. Et ça te fait un petit peu une sorte de vibration aussi dans la tête. Et quand tu en reçois énormément, ça va avoir aussi un effet. Donc, je sais aussi, par exemple, on n'en parle pas, mais les footballeurs, quand tu fais une tête d'un ballon qui arrive d'assez haut et assez vite, et c'est quand même ta tête, boum, contre un objet qui n'est pas à 100% dur, mais quand même, tu le sens bien. Alors c'est pareil, tu t'habitues à la douleur, à la sensation et tout. Tes cervicales, elles prennent cher aussi, mais ton cerveau, il prend cher. Et ça, malheureusement, il y a des chances que plus tard, tu le payes aussi. Pour revenir donc là à cette conversation là de Joe Rogan et de Peter Attia, moi, ça m'a fait dire qu'on connaît donc voilà les cas de champions parce qu'ils sont connus, mais tous les anonymes, que ce soit des compétiteurs, que ce soit des loisirs aussi, qui ont eu des KO à l'entraînement ou qui ont simplement reçu, été touchés régulièrement à la tête, qui sont entraînés pendant des années et des années, eux, on ne le saura pas parce qu'ils ne sont pas connus, donc on n'en parle pas. Et souvent, ils ne rentrent même pas dans les statistiques parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont même pas faire la relation. Parce que tu penses uniquement aux combattants professionnels qui sont montés sur le ring. Mais même les boxeurs pros, souvent, il y en a qui te le disent. En fait, je reçois beaucoup plus de coups dans ma préparation
que le jour du combat. Parce que voilà, à vouloir faire des sparring durs, se préparer et tout, c'est 2 mois, 3 mois en général de camp d'entraînement. Et il y en a qui mettent l'accent énormément sur le sparring et sur du sparring, voilà, pas du sparring à la touche, du sparring plein pot. Et donc c'est comme s'ils se faisaient des combats à répétition en se croyant protégés avec un casque. Et pendant ce temps-là, ils sont en train de s'abîmer énormément le cerveau. Mais le problème, c'est que derrière, on a des personnes qui n'ont pas du tout cet objectif, dont ce n'est pas le métier, et qui vont faire la même chose. Hein. Et ça, c'est quelque chose dont je voulais parler, mais que c'est une erreur que j'ai faite moi-même et que je vois énormément de personnes faire, c'est vouloir reproduire l'entraînement ou les méthodes des champions, des personnes qu'on admire, alors qu'ils n'ont pas du tout la même vie que nous. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes raisons, ils n'ont pas les mêmes motivations. Surtout, derrière, ils ont souvent un staff et des moyens différents, alors que nous, on va essayer de reproduire la même chose, mais déjà, on n'a pas toutes les données. Et le côté récupération, souvent, on va pêcher énormément, même si on voit qu'avec tout ça, là, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui vieillissent quand même très mal. Je pense que le problème, c'est qu'on nous dit, et on le sait, que le sport, c'est bon pour la santé. Mais donc, j'en reviens toujours à cette histoire de dose et de poison. Derrière, on va souvent dépasser la dose qui fait que c'est bon. Et quand on dépasse la dose, forcément, ça se retourne contre nous, surtout quand on est en train de toujours chercher l'intensité et la douleur comme synonyme de bon entraînement. Ça, c'est un peu la faute du no pain, no gain. Et moi, j'adhérais à fond à ça. C'était même marqué sur... j'avais fait faire des shorts d'entraînement à une époque pour mon club. Et il y avait marqué no pain, no gain dessus. Donc, j'étais vraiment à fond là-dedans. Le côté mental de guerrier qu'il faut développer et tout, en mode on va à la guerre et tout ça. Alors, je comprends, si tu veux, puisque je l'ai fait, que c'est un moyen de se motiver. Et en même temps, c'est vrai que derrière, quand tu parles avec des soldats qui ont vraiment risqué leur vie, des équipes d'intervention, voilà, qui se retrouvent dans des situations où là, leur vie est vraiment en danger. Toi, quand tu es en train de faire ton sparring, ou même ceux qui montent sur un ring, qui vont à la cage et qui se disent qu'ils vont à la guerre, je ne vais pas dire que c'est un petit manque de respect pour ceux qui risquent vraiment leur vie, parce que oui, tu peux risquer ta vie dans un combat, mais c'est quand même pas la même chose. C'est quand même pas la même chose, et je trouve surtout cette mentalité-là, si tu es combattant professionnel, compétiteur, je suis d'accord, ça peut t'aider, tu en as peut-être besoin, mais ça peut aussi t'amener à aller trop loin dans l'acceptation de la douleur, des choses que tu vas recevoir, et toujours la même chose, hein, derrière, tu en paieras les conséquences. Mais là où je suis quand même vraiment revenu là-dessus, c'est pour toutes les personnes en loisir. Voilà, ça n'a pas de raison d'être en fait, parce que le coût derrière est trop grand, trop important. Et pour moi, il y a en fait d'autres moyens de s'épanouir dans sa pratique que de faire comme ça. Mais souvent, on se cache derrière le fait que on fait du sport, c'est bon pour la santé, donc ça rentre dans le cadre du sport, donc je continue. Et avec le temps, comme je te l'ai dit, on accumule plein de blessures et on apprend à vivre avec plein de petites douleurs à droite à gauche, des blessures qu'on a accumulées ou des tensions qui s'accumulent. On ne les écoute pas. On ne les écoute pas pendant des années, peut-être parfois, et d'un seul coup, l'addition arrive. Allez, maintenant, je t'ai dressé un tableau qui n'est pas fantastique. Le but, ce n'est pas de te déprimer, c'est plus de te sensibiliser à ça. Et je voulais te parler un peu, moi, des solutions que je vois. Donc, la première chose, c'est déjà de sortir, comme tu l'auras compris, du no pain, no gain. Ça, il faut absolument s'en défaire. Alors, je ne te dis pas de ne pas te donner et de ne pas te mettre dans le rouge parfois, ok, mais il faut réussir à ne pas associer bonne séance, bon entraînement, résultat à douleur. Voilà, on voit même des trucs, hein, alors pas forcément dans les sports de combat, mais des fois dans tout ce qui est préparation physique, les entraînements et tout, des gens qui se poussent jusqu'à vomir. C'est pas normal. Si ton
corps te fait vomir, c'est une nouvelle fois, c'est un signal. Et le signal, il faut l'écouter. C'est que tu as été beaucoup, beaucoup trop loin. Alors, pour la performance, tu dis, c'est pas grave, je dépasse ça et tout, mais tu vas le payer. Donc, sortir du no pain, no gain. Ça, c'est la première chose. Pour ceux qui sont dans les sports de combat, arrêtez de prendre des coups dans la tête inutilement. Ça, c'est le cerveau, surtout, on sait que le cerveau, ça se répare pas quasiment. Hein, d'accord, c'est comme les yeux, si tu te fais crever un œil, c'est terminé, ton œil, il n'y aura pas de guérison possible. Et le cerveau, malheureusement, tu peux récupérer un peu et tout, mais globalement, je préfère que tu te dises que ton cerveau, c'est pas comme un os que tu vas te casser. Si tu te l'abîmes, il y aura des conséquences et tu ne pourras pas y échapper. Donc vraiment, arrête de prendre des coups inutilement. Autre règle, chaque entraînement n'a pas besoin d'être au max ou de faire mieux que la fois précédente. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on te dit en musculation. Il faut la surcharge progressive, il faut tout le temps essayer de faire plus, que ce soit augmenter le poids, augmenter le nombre de répétitions, augmenter le nombre de séries, diminuer le repos, bref, voilà, tu peux jouer sur plein de paramètres, mais il faut tout le temps, grosso modo, faire mieux que la fois précédente. Le problème, c'est que une nouvelle fois, en suivant cette philosophie, notamment dans les arts martiaux et les sports de combat, il y a un moment où tu arrives à la limite et tu continues à pousser et tu dépasses ta capacité de récupération, ta capacité d'adaptation et tu vas finir un moment par te blesser ou développer des douleurs chroniques. Parce qu'il y a des choses aussi parfois en fait où c'est même pas une blessure, tu vois, c'est une douleur qui vient s'installer. Ça commence parfois par une tension et qui va s'installer et devenir une douleur chronique donc, que tu as en permanence et qui va quand même souvent te pourrir la vie parce que avoir mal en permanence, ça a un impact aussi sur ton mental. Ça ne fait pas du bien. La vie est quand même tout de suite moins sympa quand tu as mal toute la journée. Donc vraiment, attention à ça. Ne pas aussi reproduire les entraînements des champions, alors qu'on n'a pas du tout le même environnement, ni les capacités, ni les ambitions. Okay, adapter ses entraînements à sa vie, à son rythme de vie, à sa capacité d'adaptation, à son sommeil, à plein de choses. L'entraînement ne doit pas devenir la chose la plus importante de ta vie. C'est important, mais ça ne doit pas passer devant tout. Okay, moi, vraiment, depuis quelques années, justement parce que j'ai ces douleurs qui se sont développées, pour contrecarrer un peu ça, je me concentre à fond sur le plaisir de la pratique. Donc faire les choses qui me font plaisir, des choses qui me font me sentir bien et faire beaucoup moins des choses que tu dis tiens, il faut que je le fasse parce que il faut que j'ai un bon cardio, il faut que ci, il faut que ça et donc j'aime pas ça, c'est pas agréable, mais je le fais quand même parce qu'il faut. Et donc il y a encore des choses que je vais faire qui sont peut-être pas mes choses préférées, mais vraiment, j'ai essayé de faire un gros nettoyage là-dessus et de me concentrer énormément sur le plaisir. Autre chose que tu peux faire, surveiller tes amplitudes articulaires. Ça, c'est un indicateur. Quand tu vas commencer à perdre de la mobilité dans certaines articulations, essaye de trouver pourquoi. Essaye de travailler dessus, d'accord ? Parce que si tu l'ignores, au bout d'un moment, ça va te rattraper. Au départ, tu dis bon, ok, j'arrive plus à bien aller là, ça devient plus dur qu'avant. C'est pas grave, allez, je continue parce que ça m'intéresse pas d'aller faire du travail de mobilité ou des massages ou je ne sais quoi, ou d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait dans mon entraînement que je perds en mobilité, faire une investigation de son entraînement. Mais en réalité, tu vas le payer un moment. Donc, surveille tes amplitudes articulaires et agis quand tu vois qu'il y a quelque chose qui commence à aller dans la mauvaise direction. N'attends pas que ce soit trop tard. Plus c'est pris tôt, mieux ce sera et ce sera plus facile à résoudre.
Pareil pour les tensions musculaires. Surveille les tensions musculaires qui s'installent. C'est des indicateurs à surveiller et il faut essayer. Alors bien sûr, je ne te dis pas dès que tu as une petite tension, tout de suite t'inquiéter et tout, mais quand tu vois que tu as une tension qui s'installe plusieurs semaines déjà, commence à te poser la question, ok, qu'est-ce qui se passe? Va peut-être falloir que je change ma priorité momentanément pour adresser ça et résoudre ça. Même si ce n'est pas forcément ce que tu as envie, pour le coup là, la notion plaisir, pour continuer à avoir du plaisir dans ton entraînement et réussir à faire ce que tu aimes pendant le plus longtemps possible, il va falloir par moment faire peut-être des pauses ou diminuer la quantité pour mettre ton focus sur quelque chose qui pourrait potentiellement devenir un problème plus tard. En termes de mindset, de mentalité, d'état d'esprit à avoir, ce que je te disais, il faut agir pour résoudre les problèmes que tu rencontres sur le plan physique. Il ne faut jamais se résigner, il ne faut jamais accepter tel nouvel état comme étant ta nouvelle situation, ta nouvelle norme. Et donc voilà, moi c'est ce que je te disais, ça fait plus de 3 ans que j'ai mal, ça fait plus de 3 ans que je me bats pour essayer de résoudre ça. C'est toujours pas le cas, j'ai des améliorations, mais j'abandonne pas. Je n'accepte pas que voilà, c'est mon nouvel état, voilà, maintenant c'est comme ça. Je ne peux plus faire de high kick ou je ne peux plus courir sans me prendre un coup de jus dans la jambe, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. Non. Et ça, c'est quelque chose de bête, hein, mais je vois énormément de personnes qui ont tendance à se résigner, dire bon, bah ok, c'est l'âge ou je me suis blessé, depuis que je me suis blessé, bah voilà, maintenant je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. Et en fait, bah, c'est certain que si tu acceptes ça, ça ne reviendra jamais. Ou alors vraiment sur un coup de chance. Mais je trouve dommage vraiment de se résigner et de ne pas continuer à chercher activement des solutions. Et parfois, en fait, bien sûr, il faut donc faire ses propres recherches, il faut aller voir des experts dans différents domaines, tu vois, mais il faut aussi garder l'esprit ouvert parce que parfois, une fois que tu as épuisé un peu toutes les approches, on va dire, grand public, eh bien, il va falloir aller chercher un petit peu ailleurs parce que si tu as fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce que les médecins vont te recommander et tout ça, et que tu n'as pas eu de solution, que tu n'as pas eu de résultat, bah, c'est là que parfois tu vas dire bon, bah ok, personne n'y arrive, donc voilà. C'est une fatalité, maintenant je suis comme ça, il n'y a pas de solution. Franchement, parfois il n'y a pas de solution, mais on ne le sait pas. En fait, pour moi, il faut continuer à essayer. Et dans tous les cas, je trouve que mentalement, tu es encore dans la bataille. Tu t'abandonnes pas. Et je pense que c'est mieux que de vraiment se laisser aller et se dire bon, bah tant pis. Voilà, maintenant, je suis comme ça, je ne peux plus faire ça, j'ai tel âge, j'ai tel problème. Et c'est terminé pour moi, quoi. Donc, gardez l'esprit ouvert, cherchez de l'aide auprès d'experts, faire ses propres recherches, faire ses propres expérimentations, mais ne pas abandonner. Alors, autre chose que tu peux faire qui peut aider, c'est vraiment essayer d'apporter de la variété à tes entraînements. Même en restant dans ta discipline, par exemple, tu fais de la boxe anglaise, tu peux te faire des séances sur de la technique, tu peux faire des séances sur le cardio, sur la force, sur la mobilité, sur l'agilité, sur la coordination, sur l'équilibre, sur la mémoire, tout ça en faisant de la boxe. Je ne te parle même pas d'aller faire des exercices spécifiques en dehors de la boxe, mais au lieu de faire tout le temps la même chose et tout le temps de l'intensité, de tout le temps mettre des impacts sur tes articulations, essaye voilà, de te dire, bah voilà, parfois je vais faire du technique, parfois, voilà, là j'ai fait, hier j'ai tourné une séance sur la fluidité pour le Jedi Club. C'était une séance en shadow qui n'était pas ultra fatigante. Ça a travaillé mon cardio, mais ça n'a pas travaillé mon cardio en me mettant dans le rouge, mais parce que tu as plusieurs types d'endurance, donc ça aussi, il faut le travailler. Et surtout, c'était hyper agréable, quoi. Est-ce que c'est une séance qui n'est pas efficace pour autant? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne me suis pas mis dans le rouge, je ne me suis pas senti rincé à la fin de l'entraînement, mais par contre, je me sentais bien. Et pendant la séance, ouais, il y avait une vraie notion de plaisir. C'était agréable.
Et l'entraînement doit aussi être agréable, ça ne doit pas tout le temps être dur. Donc, essaye voilà, d'apporter de la variété à tes types de séances et également on va dire, au niveau d'intensité. Il faut accepter qu'il y a des moments où tu vas faire des séances tranquilles, légères, mais qui vont avoir un impact positif sur autre chose, pas tout le temps la performance max. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on se spécialise, plus on fait tout le temps la même chose, et moins on en tire de bénéfices sur le plan physique et sur le plan mental. Parce que, alors sur le plan mental, quand tu découvres quelque chose de nouveau, ça stimule voilà, tes capacités cognitives, ton cerveau, tout ça, ta coordination aussi. Mais au bout d'un moment, quand tu maîtrises les schémas moteurs, la stimulation est plus du tout la même. Et donc c'est pour ça aussi que moi j'aime bien apporter de la variété technique, même en restant dans ma discipline. Quand je te dis qu'on se spécialise, ça ne veut pas dire de tout le temps forcément sortir de ta discipline. Ça peut vouloir dire ça aussi, et ça peut être une bonne chose à faire. Mais parfois, au sein de ta discipline, souvent, on va développer son propre style. Et en fait, son propre style, il va nous enfermer dans un type de pratique. Donc, par exemple, moi, je suis le mec qui cherche le chaos, qui frappe tout le temps fort et tout. Et donc, il y a plein de choses que tu vas pas travailler, tu vois, ou je suis pas bon pour les esquives. Donc, voilà, je suis le mec qui frappe fort, je monte ma garde, j'encaisse les coups et je cogne. Et bien là, au bout d'un moment, en fait, tu passes à côté déjà de plein de choses dans la boxe. Et surtout, en ne faisant pas toutes les autres choses de la boxe, les esquives, les touches, travailler à la touche léger pour créer des ouvertures, je ne sais pas, tout ce qui est travail de décalage, de feinte, les déplacements légers, tout ça, c'est des choses qui pourraient en fait te challenger sur le plan mental, sur le plan physique, pour la coordination et tout ça. Et puis, en fait, tu passes à côté. Donc, au bout d'un moment, tu perds les bénéfices de ta pratique alors que tu n'as pas du tout exploré l'ensemble de la pratique. Donc ça, c'est un truc que je vois énormément se passer pour beaucoup de personnes. Et puis, voilà aussi l'approche de se dire, allez, c'est des sports de combat, ça doit être efficace, donc on fait que des choses qui fonctionnent en combat. Encore une fois, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est le plaisir, c'est de bien vieillir, de te sentir bien dans ton corps, et voilà, comme je te dis, de te faire plaisir, on s'en fout en fait parfois de faire des choses qui ne sont pas efficaces. Voilà, pour la fluidité, la séance que j'ai faite, on a terminé avec un enchaînement de 13 coups. Est-ce qu'un enchaînement de 13 coups, c'est réaliste? Absolument pas. Par contre, est-ce que ça va te stimuler au niveau de la mémorisation, au niveau de la coordination, au niveau de la fluidité, au niveau peut-être de ta vitesse, de ta stabilité, de tes appuis et tout? Oui. Donc, est-ce que derrière, ça va t'aider pour le combat? Oui, ça peut t'aider pour le combat. D'accord? Et même si ça ne t'aide pas pour le combat, ça aura stimulé ton cerveau et ton corps d'une manière différente peut-être de ce que tu fais d'habitude, et tu vas en tirer des bénéfices. Parce que grosso modo, c'est comme si on prenait une sorte de courbe quand on commence à faire un nouveau sport, une nouvelle activité. Tu as plein de bénéfices, la courbe elle monte, elle monte, elle monte, et au bout d'un moment, si tu continues à faire tout le temps la même chose et que tu mets trop d'intensité, trop de trauma qui arrivent trop régulièrement, et la courbe elle s'inverse et elle redescend, et les bénéfices, parfois, tu vas te retrouver à avoir plus de problèmes qu'un sédentaire. Et ça, c'est pas normal. Pour finir, dernière chose que tu peux faire aussi, qui aide énormément, avec lequel moi j'ai beaucoup de mal en fonction des périodes de ma vie, c'est la nutrition. La nutrition, je ne vais pas du tout te donner de vrais conseils dans cette vidéo parce que ce serait trop long et ce n'est pas forcément ma place. Mais déjà, la chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas une approche en réalité qui est mieux que toutes les autres. De nos jours, la nutrition, c'est devenu un sujet qui est encore plus compliqué parfois que de parler religion ou politique avec quelqu'un. Il y en a qui prennent ça pour une vraie religion, et donc voilà, si tu as eu un résultat avec une approche, un type de régime et tout ça,
ça devient ta nouvelle religion et tu te mets à critiquer tout le reste. Et voilà, il n'y a pas d'autre approche, c'est la seule chose à faire. Donc ça déjà, je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert et se dire qu'on n'est pas tous pareils et que même pour une même personne, en fonction de certaines périodes de sa vie, ne va pas avoir forcément les mêmes besoins nutritionnels. Le seul conseil, on va dire, hyper global que je peux te donner, c'est de limiter le plus possible tout ce qui est aliments transformés et industriels. Ça, c'est un très bon point de départ déjà. Donc si tu commences par ça, ça te fera déjà du bien dans le corps parce que on sait qu'il y a énormément de choses nocives et que plus un aliment est transformé et moins il est bon pour la santé. Donc voilà, c'est la conclusion de cette vidéo et de ce podcast. J'espère que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, dis-le moi parce que voilà, il y a une autre vidéo que j'ai envie de faire qui est sur un sujet un peu transverse. Je t'en ai parlé, il y a un nouveau livre de Peter Attia sur la longévité que je vais commencer à lire là dans quelques temps. Et donc, de son travail que je suis depuis des années, je sais qu'il y a vraiment énormément d'infos hyper intéressantes et que la manière dont on s'entraîne pour la performance et la manière dont il faudrait s'entraîner pour la longévité sont, je ne vais pas dire diamétralement opposées, mais quand même assez radicalement différentes. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu as envie que j'aborde et que je partage avec toi, dis-le moi en commentaire. Si j'ai suffisamment de commentaires, je ferai la vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut écouter son corps, essayer de s'entraîner intelligemment et prendre un max de plaisir. Donc je te souhaite un joyeux entraînement et je te dis à très vite.